bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et cet épisode, l'épisode 187, je pense que tout le monde est content parce que Stade Français ils ont gagné, Metro Racing ils ont gagné. Donc voilà, le paquet est complet, le paquet est heureux. On va démarrer avec Amélie Maëge qui est de retour. Salut Amélie. Eh oui, salut les gars, la seule rugby woman en activité dans ce pack de potes, il en fallait au moins une et c'est moi. Et voilà, c'est toi, on est très content de t'avoir avec nous. Et mon cher Théo de Saint-Rémy, comment tu vas mon cher Théo ? Mais je vais très bien. Merci Amélie de nous rappeler qu'on n'a plus l'âge de jouer, qu'on est des vieux débris. Et d'ailleurs, moi, j'ai mal au dos cette semaine comme un vieux. Voilà. Et comme disait Olivier Roumat dans les années 90, il y a très très longtemps, on fera de vilains vieux. Voilà, mais c'est le cas. Bon, écoute, on va parler beaucoup de rugby. On a la top 14, on a le Pro D2, on a d'autres rugby, d'autres endroits, et aussi le 15 de France aussi pour cet été. Il faut qu'on parle de tout ça. Je propose qu'on y va direct avec le match Pro D2. Vannes a réussi à remonter en top 14 avec une victoire 18-14 contre Provence. Théo, la dernière fois, tu m'as dit que t'étais content, en fait. Mais la question, est-ce que Vannes peut rester ? Oui, d'abord, on est effectivement très content pour eux parce qu'ils ont fait une saison en tout point remarquable. Ils ont survolé ce championnat. Et ça reste des formats de compétition cruelle où tu peux tout perdre sur un match. Donc ils ont réussi à échapper à ce piège. Ils ont gagné de peu, 18-14, c'est vraiment rien au rugby. Rugby moderne, il suffit d'un plaquage raté pour avoir une remontée de terrain avec des belles équipes. Et Provence n'avait pas démérité, mais in fine, je trouve que c'est amplement mérité. Il me semble qu'ils vont se renforcer. Ils ont perdu l'année dernière les 2 ou 3 matchs de trop, de très très peu qu'il fallait pas perdre. Je pense que cette saison aller-retour en top 14 les a quand même considérablement renforcés. Donc j'y crois. Je pense que l'année prochaine, ils auront de quoi figurer. Allez, peut-être pas dans le haut de tableau, mais je pense qu'ils auront de quoi figurer dans une partie de tableau honorable. Et pour toi, Amélie, est-ce que tu penses que, par exemple, par rapport à Montauban cette année, qui avait vraiment des difficultés, est-ce qu'ils vont être un peu mieux, Vannes ? Ouais, à Montauban, très vite, on l'avait dit que ça allait être une saison très très compliquée et la descente, elle a été actée malheureusement très très rapidement, ce qui était quand même loin d'être le cas de Vannes l'année dernière où on y a quand même cru assez longtemps. Leur expérience de l'année dernière a clairement mis les dirigeants dans une disposition pour voir quand même sur du plus long terme. Et je pense qu'on est vraiment en train d'assister à un Vannes tel qu'on a pu avoir des équipes comme La Rochelle il y a quelques années quand ils sont montés. On est sur un futur très très grand. Donc j'espère que la saison prochaine va être cette saison qui va marquer un pas un peu plus long en top 14, mais ouais, j'y crois. Et puis c'est aussi un club qui est au-delà de son public, qui est certainement le public le plus respectueux qu'on ait connu en top 14. Il n'y a pas un seul joueur passé par Vannes qui vous dira pas que jouer pour ce club, jouer pour cette ville n'a pas changé, a mis quelque chose en plus dans chacune des carrières. Et je pense aussi que c'est quelque chose de très très vendeur pour attirer des joueurs de partout. Donc on peut s'attendre à un très gros Vannes l'année prochaine, en tout cas un Vannes qui aura les ambitions de se maintenir, c'est une certitude. Ouais, Je écoute, rappelle juste, Thierry, que Montauban avait été vraiment une équipe montée complètement surprise. Ils étaient tout à fait inattendus, donc ils étaient clairement pas prêts. Donc on savait avant même qu'ils démarrent le championnat que ça allait être très compliqué. C'est extrêmement différent pour Vannes. Il y a des équipes comme le Racing il y a 15 ans maintenant qui, quand ils remontent en top 14, accrochent les places des 6 et sont tout de suite en capacité de rivaliser. Bon, le Racing était un club historiquement présent dans l'élite, c'est un petit peu différent et extrêmement soutenu par une puissance financière qui est peut-être pas tout à fait celle de Vannes. Mais attention, l'écosystème breton est quand même très très chauvin et capable de mobiliser des énergies très fortes. Donc non, vraiment, j'y crois. et aussi, l'année dernière, en fait, Vannes, ils ont pu battre dans la fin de saison Stade Français, Racing, Montpellier, Toulon. Match nul contre Perpignan. C'était quand même des grandes équipes. Eux, ils avaient 7 victoires dans l'année par rapport à Perpignan cette année, qu'ils n'ont que 6. Donc, je pense que c'est attention Perpignan pour la suite, on va dire.
En parlant de Perpignan, bon, ils avaient le match de la remontée, on appelle ça Théo, il me semble, contre Provence. Et en fait, je suis passé à Barbecue Rugby, un autre podcast que j'aime bien, podcast frère, on va dire, faire de rugby. Et voilà, j'avais prédit exactement ce qui se passait, qu'il y aurait des essais par Provence au début, que ça allait réveiller un peu USAP. Et c'est se passé un peu comme ça. Après 2 essais de Provence 10-0, il y avait un tourneur des cartons, un côté USAP en orange et deux jaunes côté Provence. USAP va se réveiller en fin de première mi-temps, 2 essais en 4 minutes, 10-14 pour USAP à la mi-temps. Et ensuite, ça continue. Comme c'est 13-14, il y a plein d'espace. C'est un essai du 8 d'USAP qui a fait un doublé. Un essai refusé de Tommaso Alain, l'Italien. Interception tueur, je pense que tout le monde l'a vu sur des réseaux. J'ai vu en live l'interception de Yato, qui est vraiment un truc de beauté. Lui a fait un doublé aussi. Donc, cette match d'ascension, l'avantage, c'est que ça fait 4 fois, ils sont sauvés en 5 ans, ils sont rodés, mais en même temps, c'est un peu dangereux d'être toujours dans cette place. Oui, ils jouent complètement avec le feu, mais en même temps, voilà, ça fait 6 mois qu'ils se préparent à ce match, parce qu'ils ont vite vu que Montauban serait décroché et qu'ils auraient du mal à accéder à autre chose que la 13e place. Donc voilà, ils se sont mis en ordre de marche pour ça. Et ils ont réussi en dépit d'un début de match assez catastrophique. Hein. Ils ont été menés 10-0 ou quelque chose comme ça. Et franchement, je me suis dit, ça peut être le match où tu bascules dans la psychose et où tu commences à regarder tes godasses. Mais ils ont complètement renversé la vapeur. Et notamment Yato qui est rentré remplaçant, qui marque 2 essais, qui leur a fait un match de folie comme aux très très grandes heures quand ils jouaient à Clermont. Donc ça passe aussi par des grands bons hommes qui à un moment tapent du poing sur la table et disent non les gars, ça va le faire. Là, c'est l'expérience qui a parlé, hein, Provence, Complètement. ils découvraient ce que c'était ce match d'accession, avec en plus, c'est toujours difficile de te remobiliser quand t'as perdu et quand t'es juste que le finaliste malheureux. Tu dois retrouver les forces pour essayer d'aller chercher cette place en top 14. C'était tout nouveau pour eux. Et pour le coup, l'USAP, qui a beau galérer en top 14, en fait, a l'expérience de ce match coup près. Et si effectivement le début de match a été clairement cata, même en infériorité numérique, ils ont tenu la barque. Et puis après, ils ont fait couler Provence, quoi. Donc ça a été une déferlante. Provence n'avait plus aucune solution. Et ça devenait limite en fait moche à regarder. Hein. Les prestations sur la fin de Provence, c'était plus du très beau rugby en tout cas. Oui, clairement, ils ont renoncé. À partir du moment où ils ont été décrochés au score, ils ont renoncé. Et puis je pense que là, t'as tout qui, tu baisses les bras et il y a tout qui part à volo, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tu reviendras pas, donc t'as plus qu'une envie, c'est d'aller en vacances. J'aimais bien le 9 derrière son pack, le 9 de USAP qui était comme. Il regardait même pas, il disait ouais, allez. Il poussait même pas, il savait que le pack allait marcher sur les autres en fait. Il avait vraiment confiance, c'était assez drôle. Quand même, ils avaient pris Jamie Ritchie de l'Écosse, qui est même meilleur plaqueur dans le top 14 cette année, si je me trompe pas. Il était aussi meilleur gratteur de cette équipe. Donc voilà, ils avaient quelques stars qui sont payés à ce niveau-là pour l'investissement. Tiens, on va parler attention à cette stat de meilleur plaqueur. Hein. C'est comme dans le tournoi Destination. Meilleur plaqueur, souvent, c'est que tu appartiens à une équipe qui fait que de défendre parce qu'elle a jamais le ballon. Donc, oui, ça veut aussi dire des choses. Cette stat-là, c'est que tu es le meilleur plaqueur d'une équipe qui subit, en fait. Ouais, mais aussi, peut-être, il mérite l'argent qu'il gagne, on peut dire ça aussi. Tout à fait. Allez, on va parler de ce week-end des barrages. En fait, on avait des jolis matchs. Ça démarrait avec un Pau Racing samedi soir. J'ai sous-estimé en fait l'effet de jouer à la maison pour Pau. On dirait presque à l'Écosse, avec le cornemuse et des chansons et des montagnes derrière. En tout cas, le match s'annonce super bien. Pau imbattable à la maison et je comprends tout de suite pourquoi avec cette super ambiance. Voilà, en plus, c'est leur première play-off depuis très longtemps, il me semble. Donc, voilà, plein de bonnes raisons de soutenir Pau. Mais malheureusement, pour eux, c'est essai direct par le petit neuf de Racing, Léo Carbonneau. Mais ça ne calme pas du tout les Palois. Ils collent au score avec un pénalité marqué par Simons dans un silence complet, 7-3. Bravo Biarré avec une percée, des grattages un peu partout. Et Pau va pousser devant, essayer sur la ligne pour prendre le lead.
Tour au Racing, l'attaque avance. On voit la pleine lune, au moins les fesses de deuxième ligne de l'équipe de Bleu Ciel. L'attaque cale à 10 mètres. Coup dur pour Pau. Le pilier Laclaya doit sortir à 17 minutes. Il va revenir quand même. Match égal pour l'instant avec quelques erreurs au pied de Carbonneau et à la main pour les Racingmen. Les alliés des deux équipes laissent tomber quelques ballons. Et voilà, à 30 minutes, temps fort pour Pau. C'est de Simons, 17-10. Guy Ficou va rentrer côté Racing. Carbonneau a failli faire un autre exploit à lui toute seule. Il est vraiment électrique, ballon en main. Racing va quand même ajouter 2 pénalités pour accrocher 17-16 pour la mi-temps. Deuxième mi-temps et le 8 de Racing marche sur tout le monde avec une belle percée. Tuisova est là, donc peut-être il va recevoir le ballon. Clairement, un plaquage à la tête, mais le Racingman le cherchait, dit l'arbitre. C'est nouveau ça pour moi. D'ailleurs, Pau était largement hors jeu pour cette action. Racing garde le bon tempo quand même. Ils poussent les Verts à la faute. Ils désobéissent leur coach. C'est pas la première fois. Ils prennent pas les 3 points, pardon. Et c'est Ficou qui va marquer l'essai en force avec les avants. Et oui, un peu de magie, un gros plaquage de Tuisova, un Bomba, il perce à son 9, nickel, 33-17. Mais ça revient vite avec un essai en force. Carbonneau s'est sacrifié, mais c'est quand même des gros devants. Ça marque 24-33, toujours pour Racing. Du bon rugby pendant 5 minutes, Pau qui essaye tout pour passer, mais Racing reste bien présent en défense. Gaëton va percer, il passe, ballon porté à 9 minutes de la fin et ça passe 33-31, toujours pour le Racing, mais c'est chaud à Pau, super ambiance ce soir. 2 petits points d'écart pour ce demi-finale, coup de pied direct dans la tribune pour Racing, mais belle molle après. Racing peut clôturer ce match, mais Laclaya, le pilier, il est costaud, il gratte un ballon. Lancé pas droit, Racing tient bon. Et voilà, première défaite pour Pau et au mauvais moment parce que ça va être la fin de leur saison. Racing 33-31. Bon, on va pas se mentir, hein, j'étais pas vraiment pour le Racing ce week-end. D'une, pour faire chier Théo, évidemment. 2, parce qu'en étant pour le Stade français, c'est le club que je peux pas me voir. Et puis, effectivement, moi, je suis plus sur ce rugby village et il y avait une ambiance de fou à Pau. Dès que j'allumais la télé, j'ai entendu les cornemuses comme toi. Déjà, on était dans l'ambiance. Et puis voilà, t'as envie d'aller voir. En fait, j'avais envie de voir une équipe qu'on n'a jamais vue en demi-finale et j'avais envie d'y croire. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans ce match. L'énorme passage à vide là de Pau m'a fait très peur et en même temps, on a eu une fin de match haletante. Se lancer pas droit juste à la fin, il est tellement cruel. Mais voilà, une envie des Palois d'en découdre jusqu'au bout et c'était un très très beau barrage. Et puis je pense que tout le monde a été ultra ému par ce petit garçon que Canal+ a capté pendant le match et qui le caméraman n'a plus du tout lâché. Et c'est fou parce que depuis ce matin, en fait, depuis hier même, parce que le match était samedi, en fait tout le monde le recherche en fait ce petit garçon. Tout le monde doit avoir son nom et on appelle déjà aux joueurs de Pau de faire un petit geste envers lui. Enfin, pour moi c'était la plus belle image de ce match de samedi soir parce qu'en fait tu voyais le rugby, les vibrations que ça fait générer, l'engouement. Enfin, ce petit a vécu le match comme s'il était le manager de cette équipe, avec ses hauts et ses bas, ses larmes tout au long. Enfin bref, il m'a ému comme beaucoup d'autres. Donc ça, c'était vraiment les très très belles images et ça aurait été fou de voir rien que pour ce petit gamin. Ils l'ont retrouvé, hein. J'ai vu sur aujourd'hui des images aujourd'hui où ils lui ont offert un maillot et tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu borderline de le filmer entre guillemets sans lui avoir demandé son avis dans un état émotionnel pareil. À la fois, j'ai trouvé ça mignon et à la fois, je suis pas sûr que j'aurais aimé que mon enfant soit comme ça à ce point sur les caméras de télé sans qu'on me demande mon avis. Mais à la limite, peu importe. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Pau méritait sur le papier, sur sa saison, d'aller en demi-finale. Ils ont déjà fait des finales, des demi, ils n'avaient jamais fait de finale. Ils avaient de quoi rêver cette année parce qu'ils ont fait une saison en tout point remarquable et c'est bien pour ça qu'ils recevaient lors de ce barrage. Et le stade du Hameau avec les chants, etc. Il y a un côté aviron bayonnais, rugby de village avec une identité très forte, avec tout ça. Le problème, c'est que le rugby, c'est pas romantique. Le rugby, c'est 15 mecs contre 15 mecs et qu'ils sont passés à côté de leur match dans des moments clés, en particulier en début de première mi-temps et début de deuxième mi-temps, là où le Racing a été très très fort, très opportuniste et très bon, tout simplement. Là, c'est clinique.
t'as ton barrage à domicile, tu mets tout, tu mets tellement d'émotions et tu prends un essai à la première minute. Donc, c'est quand même la plus mauvaise façon de lancer son barrage. Et au retour de la mi-temps, au moment où ils auraient dû être imprenables, ils prennent 2 essais en 6 ou 7 minutes au moment où il faut pas. Donc, après, ils ont passé le match à courir après le score et contre une équipe du Racing qui est quand même extrêmement solide. Et on a l'impression qu'il y a un collectif qui s'est mis en place dans cette équipe-là qui est complètement fusionnel. Et ils sont sur une série quand même très impressionnante. Hein. Ils ont battu, ils ont battu le Stade Toulousain. Il y a pas si longtemps que ça. Là, ils vont être la première équipe de la saison à gagner à Pau. Donc voilà, je sais que tu soutiendras pas le Racing vendredi non plus. Mais c'est le match piège par excellence pour le Stade Toulousain, qui a pas joué depuis un moment, qui vient de perdre contre eux, qui a tout à perdre parce qu'ils se sont fait éliminer en Coupe d'Europe, parce qu'ils sont champions de France. Et le Racing en face est sur une série incroyable, un niveau de confiance incroyable et n'a absolument rien à perdre, puisque dans tous les cas, ils auront réussi leur saison. Ce qui est sûr, c'est que le Carbonneau, là, il était électrique. Il est impressionnant. Ah, mais franchement, il est tout Il n'a pas petit en fait son plus. meilleur match de la saison parce qu'il a raté pas mal de choses sur ce match-là, mais il marque quand même 2 essais. C'est un gamin qui jouait en Pro D2 l'année dernière. Et franchement, il a réussi à faire oublier Nolan Le Garec alors que tout le monde voyait le départ de Nolan Le Garec comme un drame. Et en fait, il a fait une saison, mais exceptionnelle. Il a joué tout le temps et il a été très souvent décisif. Je crois que ce garçon-là, s'il n'est pas international dans les années qui viennent, je comprends pas. Je trouve ce que j'aime bien, c'est qu'il a beaucoup mis la tête aussi dans la défense. Que par exemple, là, il y avait un essai c'est lui qui l'a pris sur la gueule et tout. Mais j'aime bien ça, les petits neufs qui se donnent tout pour être en défense et tout. C'est top. C'est quand même le fils de Philippe Carbonneau. Hein. Son père était un taré. Hein. Fini, c'était un joueur extraordinaire, qui était un 9e avant, qui était un fondu, qui donnait tout sur le terrain à un point exceptionnel. Donc, comme on dit parfois, bon sang ne saurait mentir ou les chiens ne font pas des chats. 2 expressions pour ton dictionnaire. Voilà, il faut que je remplis un peu après. Juste un petit mot sur Pau, mais bravo à eux parce que quand même, là, je pense que c'était Soudi Radio et Rugby Rama, ils avaient deux gars de Pau qui étaient dans leur 15 de la saison. Donc, bravo Biarré en 12 et Arfal en 14. Ils avaient aussi Théo Tissobé qui était avec l'équipe de France. Gaëtan aussi qui avait un très bon saison. C'est quand même une équipe à l'avenir et on va voir ça après avec l'équipe de France de cet été. Je pense qu'il y en a 8, il me semble, qui sont sélectionnés de Pau. Donc, dommage pour eux. Quand même une équipe que j'ai envie de suivre un peu plus l'année prochaine. Et surtout, j'ai envie d'aller dans ce stade. Ça me donne énormément d'envie d'aller à Vannes, à La Rochelle et à Pau. Bien sûr, ce serait top. Mais Atisogbe fait quand même une très grosse erreur. Il fait un en avant qui coûte extrêmement cher. À un moment, il transperce, il a le ballon dans les mains, il fait tomber le ballon sans opposition, alors que avec les cannes qu'il a, s'il fait pas tomber le ballon, il va quasiment. Il y allait tout seul. Hein. À un moment où c'est des occasions que tu peux pas perdre en match éliminatoire aussi décisif. Donc c'est très cruel, mais cet avant-là coûte extrêmement cher. Allez, l'autre match de week-end, il y avait Stade Français contre La Rochelle. Dans les premières minutes, c'est les Sodas Roses qui essaient de trouver les brèches. Et ils arrivent à 1 mètre après un touche perdu de La Rochelle, mais sans gloire au début. Les avants roses pèsent très lourd dans tous les contacts. Ils protègent bien aussi les porteurs de ballon, et avec des petits passes aussi. Romain Bria va marquer face à des avants qui laissent passer, je trouvais. 7-0, Stade Français tout de suite dans ce match. Le jeune Noah Néné de Stade Français slalom, les jaunes et noirs sont poussés à la faute, mais ils arrivent à revenir à 30 cm de la ligne d'essai. La Rochelle s'est mis en mode d'attaque, mais le 15 de Stade Français, Léo Barré, va battre presque tout le monde avec une belle interception qui va malheureusement pas aller jusqu'au bout. Carbonel va louper une longue pénalité, dommage car Stade Français avait vraiment la main sur le match. Petit mot gagné par Wardy et Adrit, c'est le premier truc qui va bien pour La Rochelle en 20 minutes. Gros mêlée pour Stade Français, les 3 points sont encore ratés, poteau. Les Parisiens sont quand même sans frein. Des déblayages de malades, l'essai va finalement passer, pénal touche molle et Biarré va marquer pour la 2e fois. À 30 minutes, si on regarde la tête des mecs sur le banc de La Rochelle, on dirait que le match est déjà fini. Néné accord avec des appuis, Ward avec des jolis plaquages, Léo Barré avec une très jolie action. Il va éviter 5 joueurs et voilà, essai par la suite. Petite séquence d'attaque pour La Rochelle, mais sans conséquence. Ward encore très impressionnant en défense. Les touches sont pour Paris ce soir, le mêlée aussi.
Allez, un de mes joueurs préférés, Bottia, va entrer pour La Rochelle. Est-ce que ça va changer le destin de ce match? Peut-être bien. Gros percé côté gauche, puis les avants au milieu et Julien Favre avec un essai à droite, 19-5. 59 minutes et gros scrum pour les Roses. Tiens, il y a un Américain dans le pack parisien. Tiens, un interview à faire, je pense. Ward encore, il casse des côtes. Encore un scrum immense pour Paris. Il suit le ballon. Lyon Barré passe et c'est le 11 Joe Marchand qui va marquer 26-5. Et le nouveau, un pote de notre pack qui est entré, c'est Baptiste Pesanti qui est passé à la mission épisode 79. Jeremy Ward est récompensé pour tout son défense et c'est pour lui. 66 minutes et voilà, Greg Adwit sait que le match est fini. Il n'essaie plus de protéger le ballon. C'est gratté 80 mètres plus tard et quelques actions après. C'est Joe Marchand qui va faire le doublé. Mais c'est pas fini. Bria il va marquer un triplé. Mais dommage, il est blessé. Quand même, ça finit 45-5. Vas-y, Amélie. Moi, j'ai eu quand même un petit coup de frayeur. C'est-à-dire que, marqué à la 5e minute, je me suis dit: «Bon allez super, ils sont bien lancés». D'autant plus que, il y avait un peu à se rattraper du week-end d'avant, hein, parce que c'est cette défaite à La Rochelle qui coûte aussi la 2e place à Paris et qui oblige à passer par un barrage. Et puis tous ces points laissés en route, hein, les 2 pénalités, l'essai avec la percée de Barré qui était censé aller au bout qui y va pas. On remarque derrière, mais il n'y a pas la transformation. Et je commence à faire les petits calculs dans ma tête et je me suis dit, et c'est ce que j'ai dit à Martin, j'ai dit tu vas voir qu'on va perdre le match et que cette quinzaine de points qu'on vient de laisser, ben, on va s'en mordre les doigts. Et puis en fait, bah, La Rochelle nous a laissé gagner le match. Nul en touche, nul en mêlée, des décisions de jeu improbables. Et Paris s'est baladé dans cette défense rochelaise pendant 80 minutes. Alors, je sais pas si les Parisiens étaient vraiment au-dessus, mais j'ai quand même vu des belles actions. Ou si vraiment La Rochelle est passée à travers, et je pense qu'il y a un peu des deux. Mais je vais pas vous mentir que 45-5, et bah forcément, tu te dis ça c'est cool, un bon barrage, et puis tu arrives avec le plein de confiance. Mais voilà, mon cœur de rugby woman est quand même un peu triste pour les Rochelais parce que c'est très cher payé pour un barrage. Et puis quand tu vois, tu as parlé de Greg Aldrit, quand le mec il retire son casque aussitôt dans le match, c'est que clairement, c'est que ça va pas sur le terrain et que tu essayes de trouver d'autres solutions. Mais les mecs qui jouent avec des casques qui l'enlèvent généralement, tu sens que ça devient un peu fébrile sur le terrain. Donc ouais, une très belle victoire de Paris, mais à voir si ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils se soient méga fatigués autant que le Racing pour leur demi-finale. C'était peut-être un peu trop facile ce barrage. Ouais, 45-5, 19-0 à la mi-temps. Alors, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 atermoiements et 2-3 approximations, en particulier Carbonel qui s'est un peu trouvé au pied. Il vaut mieux se trouver au pied dans les matchs où on gagne 45-5 que dans ceux qu'on perd de 17-18. Donc, à la limite, il a eu son joker de coups de pied ratés. Mais entre les frangins Allo Emile et Jérémy Ward, cette équipe-là, elle peut gagner à 3 contre 15. En mêlée fermée, ils ont été monstrueux. En touche, ils ont été très très bons. Et derrière, ils leur ont marché dessus. Donc effectivement, l'équipe de La Rochelle était le fantôme de la grande équipe de La Rochelle. Ils ont subi du début à la fin. Ils ont reculé, ils ont été mauvais, c'est tout. Et à part Aldrit, qui effectivement a sonné la révolte 2-3 fois et a été, je trouve, à la hauteur de sa réputation et de son nom, le reste de l'équipe était déjà en vacances. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique de venir perdre en se faisant à ce point dominer un match aussi important quand tu as mis autant d'énergie pour aller chercher la qualif. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une saison un peu à oublier pour La Rochelle, même s'ils ont réussi à aller dans les 6. Je pense qu'ils sont quand même très orphelins de Douni Antonio, qui a connu sa sortie assez dramatique cette année avec son pépin de santé. On le voyait dans la tribune. Et cette équipe était quand même pas la même quand il y avait Uni Antonio. Ils l'ont pas remplacé. C'était le papa de ce groupe. Et ça en dit assez long sur, je pense, l'ascendant psychologique de quelques joueurs d'exception dans un groupe. Et il va falloir qu'ils se remettent, en recherche du remplaçant de Uni Antonio, en particulier sur le leadership sur le prix, quoi.
Je pense que c'était peut-être ça qui leur a permis de gagner les 6 matchs à la suite et entrer dans les playoffs quand même pour Peut-être, Stade ouais. Rochelais. Mais c'est vrai que j'avais regardé le fin de la match la semaine dernière et c'était deux équipes assez égales, sauf que ils étaient à La Rochelle et bon, ils ont pu tenir jusqu'au bout les Rochelais. Mais c'était rien à voir pour moi. Il y avait une équipe qui n'était pas là de tout. Non, mais c'est une prestation indigente. C'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Ça peut arriver, hein, mais c'est comme ça. Allez, juste pour finir sur Stade Français, en fait, c'est une équipe, j'étais étonné de connaître tellement bien en fait cette équipe entre les deux frères en pilier, Nico Terra, l'italien, Gabriel qui est là depuis toujours, et comme Briat, Kerbarlo et les arrières. En fait, ça m'a fait vraiment plaisir de regarder cette équipe jouer et je trouvais ils étaient vraiment bien en forme. Donc j'ai hâte de voir la suite. Théo, tu as un dernier mot avant des pronos? Non, juste sur La Rochelle et pour finir, ils ont aussi Levani Botia. Je sais pas s'il a re-signé, mais c'est quand même un mec qui a 37 ans. Ça fait 12 ans qu'il est au club. Il a tout vu. Lui aussi, c'est l'âme du club. Je sais pas s'il sera encore là l'année prochaine, mais par définition, il n'est pas éternel. Donc, la problématique des successions et de la fin de cycle à La Rochelle, pour moi, est vraiment une problématique tout à fait brûlante. Sinon, on peut lui donner beaucoup de poulet à manger, il peut passer en première ligne. Il en mange déjà énormément. Allez, on va passer alors pour les pronos pour la suite, en fait. Donc, semaine prochaine, il y a Toulouse Racing. Montéo, est-ce que tu penses que Racing va passer? Je pense que c'est une demi-finale qui est très ouverte, d'autant plus que le Stade Toulousain est forcément favori. Et je pense que le Racing n'est jamais aussi bon que dans des situations où ils n'ont rien à perdre. Donc, voilà. La raison tend à dire que le Stade Toulousain devrait s'imposer, mais je pense que le Racing est tout à fait en capacité de créer la surprise. Et pour toi, Amélie, c'est Montpellier, Stade Français. Est-ce que Stade Français, ils ont assez de pouvoir dans le pack? Oui, 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 je suis persuadée qu'il y a moyen de passer. Je n'attends que ça, que d'avoir une finale Toulouse au Stade Français. Désolé Théo. Et moi, j'aimerais beaucoup une finale Racing-Stade Français parce que ça finirait de clore le chapitre de la fusion Stade Français-Racing contre lequel je m'étais érigé. Et on Pareil. prouverait, en étant au sommet du rugby français, que c'était vraiment une gigantesque connerie. Et tout ça avec un titre du Racing à la fin, ce serait parfait. Allez, on va continuer avec les pronos. Bon, pour cette fois, ça va être rugby féminin. Donc, tiens, on va parler Elite 1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme demi-finale alors? Pas trop de surprises, hein. Ça fait déjà quelques épisodes qu'on vous parle des 4 premières équipes qui ne devaient pas trop bouger au classement et c'est confirmé. Donc Romagna va recevoir Blagnac qui a terminé 4e. Donc elles vont recevoir leur demi-finale à domicile. Au même titre que le Stade Toulousain va recevoir Bordeaux pour sa dernière à domicile également. J'ai bien peur que Blagnac se morde les doigts du côté de l'Auvergne. Et ça risque d'être assez accroché entre Stade Toulousain et Bordeaux. Sur la dernière journée, on a eu un joli 27-27 Toulouse-Romagna. Donc on est vraiment sur un gros trio. Tout peut arriver sur le Toulouse-Bordeaux. Et puis, faudra attendre pour avoir notre championne de France. Mais il y a déjà eu des championnes de France puisque les 6 autres finales ont eu lieu la semaine dernière. Donc La Rochelle a enfin gagné sa finale après 4 finales perdues. Elles sont enfin championnes d'élite 2 et vont découvrir l'élite 1 et elles ont eu d'ailleurs l'honneur de pouvoir venir avec le bouclier de championne de France le week-end dernier. Vous avez peut-être vu des images à la télé. Elles ont débarqué à Marcel de Flandre juste après la qualif des garçons pour ce fameux barrage qu'on vient de décrypter. Du côté de la Fédérale 1, la poule division dans laquelle j'ai joué cette année, c'est les filles de Nancy qui ont été sacrées championnes de France. Et à ce niveau-là, quand tu es championne de France, tu montes aussi. Donc elles seront en élite 2 l'année prochaine. Et le dernier petit poussé, Théo, t'es les filles du Racing, les réserves du Racing et championnes de France de Fédéral 2. Donc les grandes avaient gagné l'année dernière en Fédéral 1 et leur réserve a gagné cette année en Fédéral 2. Donc très belle formation des joueuses du Racing Men, du Racing 92. Et je rappelle que les cadets du Racing, les Goderman, ont été champions de France également et ils ont battu Pau. Donc c'était vraiment pas un week-end à jouer contre le Racing pour les Palois. Mais ça prouve aussi que le Racing est également quand même un grand club formateur. Ouais, tout à fait, il n'y a pas hasard là. Les champions se suivent et se succèdent et puis du coup j'en profite pour saluer mon petit cadet que j'ai en cours
Isma qui s'est qualifié et qui jouera lui, c'est la catégorie qui joue sa finale au Stade de France en levée de rideau celle du top 14. Donc j'ai hâte aussi. Avec le Stade Toulousain évidemment. Ouais. Bah écoute, Outre-mer, il y a encore du rugby. Ben, il y avait Glasgow, malheureusement, ils ont perdu contre les Bulls de South Africa, mais Leinster a pu battre des Stormers. Donc ça va faire quand même Leinster contre les Bulls pour United Rugby. On va dire, allez, Leinster quand même, on est pour les Irish. Dans la Premiership, désolé pour notre écoutrice Bex Flanagan, mais Bath, même s'ils étaient devant 26-10, ils n'ont pas pu résister contre Exeter, qui est ancien champion récemment d'ailleurs aussi. Bah, ils ont pu revenir. Bath avait une dernière opportunité dans les 80 minutes et voilà, grosse défense à la dernière seconde d'Exeter pour arrêter tout ça. Donc, ils vont aller voir Northampton et ton pote, le petit blondinet, là, dans le final. Notre préféré, notre chouchou. Exact. Côté MLR, hein, j'ai parlé la dernière fois de ce fameux Championship Weekend aux États-Unis où tu peux aller faire scrummer contre plein d'autres équipes juste avec tes potes. C'est assez fou. C'est comme un match de sumo, mais en scrum. Voilà, on ne sait pas qui a gagné pour l'instant, mais des Chicago Hounds contre Old Glory. Je voulais juste dire, allez, Chicago Hounds, parce qu'il y a Michael Baska qui est passé à l'émission aussi, parce qu'il était à Rouen à l'époque. Donc, il était sur l'équipe de France, le 9 du Rouen à l'époque. Et maintenant, il joue à Chicago. Donc voilà, un petit mot pour Michael. Vas-y, man. Et il me semble, par contre, même si c'est pas Outre-mer, mais il y a une équipe à toi, Théo, qui avance aussi. Mais bien sûr, et je dirais que ça montre aussi la qualité et la santé du rugby parisien, puisque après le Stade Français et le Racing, qui sont tous les deux en demi-finale de top 14, on a le PUC qui est en demi-finale de Fédéral 2. Ils ont battu Castillon-la-Bataille. Ils vont jouer en Fédéral 2 contre Pont-Long qui a atomisé Auxerre 53-18. Donc je pense que ça va peut-être être difficile. Pont-Long a l'air d'être sur une très bonne dynamique. Mais néanmoins, voilà, le PUC, ce club violet et blanc, on dit toujours que la violette refleurit toujours au printemps. J'ai beaucoup de copains là-bas. J'ai passé plusieurs saisons avant le Racing et après le Racing. Et c'est également un club qui est très cher à mon cœur. Donc je leur souhaite vraiment une superbe demi-finale en espérant les voir aller défier soit le 4, soit Soragout le 21 juin et demi-finale, donc le 27 la finale de Fédéral 2. Allez, on avait un peu de nouvelles début de cette semaine. C'était à l'annoncer pour France A, qui a un match non officiel contre Angleterre 15. Voilà, mais par contre, il y avait beaucoup de noms. Et le retour d'un en particulier, c'est Jefferson Poirot de Pau. Et tiens, il n'y a pas un Soudaf. Il me semble qu'il n'y a pas de Soudaf, mais il y en a un Australien. Et son nom, c'est Thomas Stanforth de Castres Olympique. Voilà, donc j'étais un peu surpris de voir un match si tôt, mais quand même, on a des matchs cet été, début juillet, donc il faut se préparer déjà. Et Stanforth, c'est le mulet le plus dégueulasse du championnat de France, on peut le dire quand même. C'est un Australien quand même. C'est un sacré client. Tu vois, il est né comme ça. Mais j'aime bien, c'est l'histoire il a 31 ans, tu vois, donc c'est ce genre d'histoire, c'est toujours bien. Ça fait plusieurs saisons qu'il fait des très très grosses saisons. Franchement, il mérite tout à fait de faire un petit coup de projecteur sur sa carrière et ses performances. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas Greg Andret ni Damien Penaud sur la liste, mais peut-être il mérite un peu de pause pour cette première match comme ils ont joué la semaine dernière. Il faut faire souffler les mecs. Hein. Mais j'aimerais bien quand même voir Guy Ficou quand même de retour sur l'équipe pour avoir son 100e cap. Je pense que ça va être vraiment sympa. Ouais, on va attendre la fin des playoffs en France pour voir qui viendront compléter ces 28 joueurs. Mais oui, il y aura certainement des belles têtes qui vont revenir. En tout cas, on l'espère. Après, tu réclames Penaud. Je rappelle que le gars, il n'a pas été pris pour le 6 Nations, donc ça se trouve, il va pas être pris tout court non plus. Hein. Affaire à suivre. On n'a jamais su le fin fond de cette histoire. Effectivement, on l'a jamais su, et moi, je serais quand même très surpris qu'il soit définitivement sorti de l'équipe de France, mais avec Galtier, de toute façon, pour comprendre entre les lignes, c'est très compliqué. Bon, à partir du moment où le mec il est prêt à appeler Awas, tu peux pas accepter des mercenaires. Mais on va pas, voilà, c'est un autre sujet, c'est encore, mais voilà, des mecs comme ça n'a rien à faire en équipe de France. Prenons des vrais gars, des mecs qui ont envie de défendre ce maillot avec honneur et valeur. Bien dit.
Bon, écoute, je propose qu'on boucle. Est-ce qu'il y a quand même d'autres sports? Pour moi, c'était la NBA aux États-Unis où, en fait, le titre, on peut dire, c'est Wemby Must Wait. Écoute, c'était les New York qui ont gagné. En fait, il y avait 12 points de différence, en fait, dans les 5 matchs, que 12 points qui a séparé, en fait. C'est les New York Knicks contre les San Antonio Spurs. Donc, ça veut dire que c'était très, très proche, même s'ils ont gagné déjà en 5 et pas en 7. Mais Wemby, presque à la fin de chaque match, The Spurs étaient devant. Sauf que c'était l'année pour les Knicks, en fait. On ne peut pas dire plus que ça. Moi, je trouve qu'on peut... Certaines personnes qui sont méchants, entre guillemets, avec des joueurs, je trouve que parfois, c'est juste Brunson, c'était son année. Et voilà, il méritait bien son victoire. Il a marqué, je pense, plus de 40 points dans les derniers matchs. Voilà, c'est un vrai papa. En fait, même si... on peut dire quand même, pour les fans de rugby, c'est Antoine Dupont, en fait, de la NBA. Non, il a été monstrueux. Il a clairement sauvé les Knicks. C'est là où, de toute façon, tous les Français, on était ultra chauvins. On était tous pour les Spurs parce qu'on voulait absolument que Wemby brille aussi rapidement, encore plus qu'il ne le brille déjà en NBA. Mais voilà, revenir avec autant d'écart, là, c'est une véritable remontada qu'on a vue dans le basket. Et Brunson a été monstrueux et c'était amplement mérité quand tu es capable de sortir tes tripes pareilles et de renverser sur le match 4 et 5, cette tendance où ils avaient tellement d'avance les Spurs et ils se sont fait revenir au score. Et voilà, donc immense déception pour Wemby, mais c'est que partie remise et je pense que là, il a lancé un ton. Voilà. On va avoir très très peur de lui sur les terrains et ça nous ravit énormément. Alors après, on a quand même 2 Français, 8e et 9e Français, qui sont champions NBA pour notre pays aussi. Donc on n'est pas non plus trop lésés, les Français. Je trouve que le titre d'Enix est mérité. Moi, je trouve que c'est très sympa parce que c'est quand même une immense équipe du basket américain qui n'avait pas gagné le titre depuis 1973. Donc ça, je trouve que c'est fantastique et pour la culture d'un club, revenir comme ça, je trouve ça magique et vraiment rien que pour ça, je trouve que c'est une très belle histoire. Et Wemby, ils sont passés au travers du match où ils se sont fait remonter que tu décris, mais voilà, ils menaient de 25 points, ils ont perdu. Donc à partir du moment où tu passes au travers d'un match comme ça, même si c'est au meilleur des 7 matchs, je pense que tu montres que tu n'es pas la grande équipe qui mérite de gagner. Et ils auraient jamais dû perdre ce match-là. Ils l'ont perdu. C'est normal. Et d'ailleurs, Wemby lui-même, j'ai bien aimé. Il est très calme. Il a 22 ans. Tu dirais un sage. Il dit, on n'était pas prêt. En fait, on a raté trop de choses et c'est tout. Et on en gagnera d'autres. Mais la bague cette année, elle n'était pas pour nous. Je le trouve encore une fois d'une intelligence, d'un calme, d'une classe. Ce gamin me fascine. Et même s'il a perdu cette fois, je le trouve exceptionnel. Ouais, bien dit, bien dit. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Écoute, grand plaisir de passer ce moment avec vous. On va essayer de revenir pour au moins le final du top 14. Et à ce moment-là, on aura plus de nouvelles pour l'élite aussi. Donc voilà, et on peut se préparer pour ces matchs France, Nouvelle-Zélande et Australie et Japon par la suite. Bon, ciao, ciao, les gars. Merci beaucoup. Salut, on vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker nos épisodes, de les partager avec vos copains. Et puis, les gars, tu vas un peu fort quand même. C'est une fille, Amélie. Faut quand même pas déconner. Ouais. Alors, je t'embrasse, Amélie. Voilà. Oh, t'es trop mignon. Guys, you know what I mean, guys. C'est trop mignon. À très bientôt et revenez vite pour savoir qui, entre Théo et moi, avons réussi à atteindre la finale, voire un peu plus. Qui va gagner le duel. Et on sait jamais. Une finale Stade Français Racing, j'en rêve. En tout cas, je supporte tout à fait le Stade Français contre Montpellier. Allez, on arrête là, on vous embrasse. Allez, ciao, ciao tout le monde, bisous. Ciao tout le monde.